C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Hier, l'émission a cassé la baraque au niveau des audiences. Je suis comme d'habitude, je suis toujours surpris. Faussement surpris là. Non, on est content, on a la pêche. Continuez pour la dernière de la saison de l'équipe du soir. On se retrouvera évidemment la saison prochaine. Le Tour de France, un Français qui gagne le Tour de France, vous y croyez sur l'âge du soir, compte Twitter et cite l'équipe, vous y participez. Et puis, petit cadeau. Regardez ce qu'on vous offre. Regardez, on a reçu ça. Regardez. Hop là! Bon, c'est évidemment, c'est un maillot un peu gênant si vous êtes cycliste, si vous allez à Longchamp ou enfin dans des coins par chez vous avec le maillot jaune, c'est un peu. En tout cas, on vous offre ce maillot. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Il est temps de présenter tous nos invités. Le président a marqué l'actualité des médias. Il a fait le buzz évidemment avec son magazine, l'équipe enquête. Qu'est-ce qu'il raconte là Je sors la brosse à reluire. Allez-y, un petit peu encore. Vous pouvez en rajouter. Vous pouvez en faire encore un peu. Le bleu gauloise. Indigo peut-être Je ne sais pas. Non, c'est vrai que vous êtes parfois un peu gaulois quand vous parlez de vélo. C'est vrai. Ça va venir. Ça va venir. D'accord. On va être dans la roue. Quoi. Bertrand Latour. Adore le football, adore surtout le cyclisme. Vous devez être excité comme une puce, là, on est à la veille d'une plus grande course du monde. Absolument. Et il adore Thibaut Pinot. C'est dire s'il préfère le cyclisme à la victoire, et ça c'est bien. Le débat sur Thibaut Pinot. Un coureur qui effectivement a gagné dans les 3 grands tours, c'est vrai que ce qui est assez rare, c'est un coureur qui ne gagne jamais, comme le dit Sébastien Tarago, qui est un peu monté là en chaussettes au filet visiblement. Oui. Sébastien, ça lui arrive même sur le football, donc Sébastien, cyclisme aussi. Vous êtes plus nerveux quand vous parlez de cyclisme. On aura les petits. Il est tendu sur le cyclisme. Non, mais ça me tient à cœur parce que je sais les intitulés des questions là, déjà je suis déjà énervé avant que ça ait commencé. Ok, très bien. Débat Thibaut Pinot relatif à son interview magnifique dans l'équipe, ça sera dans la deuxième partie. Le spectre de l'équipe du soir, bonsoir. Ça va Gilles? Bon, ça va. Oui, vous confirmez que la veste de Dominique Sévrac, c'est du bleu gaulois, c'est bien ça? C'est du bleu gaulois. Ah, c'est beau, hein? Et toi, c'est du Moi, c'est un bleu normal. Toi, c'est un bleu gauloise. Un bleu normal. Bleu marine. Non, un bleu gaulois. Le noir perla, il est toujours en noir perla. Regardez, c'est Grégory Schneider. Regardez. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, ça va? Dernière de la saison, Grégo, hein? Oui, tout à fait. Il va falloir gagner un duel cette saison, hein? Je suis aux alentours du 60-70, mais Tu viens donc de dire que tu es dans le sens du vent maintenant. T'as 7 égos là. Chez toi, tu regardes et tu dis tiens, je suis un écoutez, Vraiment. Il revisionne lui, quand il rentre chez lui. C'est pour ça. Et tout le monde dit qu'il va jamais boire un coup parce qu'il ne veut pas payer. Mais non, c'est pour revoir l'émission. voilà. Non mais on parle du sport, le sport c'est objectivable, les duels aussi. C'est objectivable. Oui, objectivable, j'ai pas compris déjà. Objectivable. Il a inventé un mot. C'est la dernière, Sébastien Tarago vient de sortir donc la vanne la plus méchante de la saison. Bravo Sébastien, vous êtes en forme. C'est moyen, franchement, sur ça, je me serais énervé. C'est moyen. Mais moi, je le pense pas en tout cas. Moi, je pense pas du tout que tu sois radar. Nos jeunes années, regardez, c'est la une de demain. Ah les gars, regardez, le wall, la une de demain. Il y a un jeu de mots, non? L'équipe tout en jaune évidemment, en référence au tour qui débute demain à Bruxelles. Pour Romain Bardet, l'un des Français à suivre de ce tour, cette compétition, cette grande boucle est très ouverte. On va l'écouter. C'est un moment spécial de l'année pour moi, un tour spécial, on verra à l'arrivée. Ce sera très dur, très difficile. Vous réalisez ça quand vous voyez les coureurs sur la ligne de départ. Il y a les meilleurs du monde. Même si certains sont absents, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent finir sur le podium à Paris. Donc, ce sera une belle bataille pendant 3 semaines. Voilà, sachez que nous avons envoyé un journaliste anglophone sur le Tour de France car ce broadcast international de l'équipe du soir est reçu dans le monde entier. Va-t-on assister à un tour de légende, un Tour de France de légende? Habillage à l'américaine et on y va. Tiens, une fois n'est pas coutume, Dominique Sévrac. Il va se passer des choses. Oui, donc Tour de légende ou pas? Oui. Ah, ok, plutôt oui. Gilles? Non. Non? Ok. Greg? Il va se passer des choses, oui, mais c'est par définition, mais de légende, non. Ok. Bertrand? Ah non? Non. Ah, pas vous? Sébastien? Non, il y a lu l'interview de Pinot dans l'équipe. Non. Ok. Attention. J'ai l'impression que Dominique Sévrac est monté en chaussettes sur ce débat. Le gars commence, il va se passer des choses. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Attention, où mettez-vous la légende? Ah oui, déjà, d'accord. Déjà, tu nous as convaincus On va là. demander, j'ai dit Fignon qui perd le Tour de France contre Lemon. Ah bah oui, c'est légende. Ça, c'est légende. Oui, c'est légende. Mais est-ce Il y en a vous d'autres. Est-ce que vous mettez toujours cette barre aussi Ah bah non, là c'est peut-être l'un des plus grands tours de l'histoire. Donc si on a à peu près. Ah bah oui, mais c'est ça la légende. Ah donc il y en a qu'un. Non, mais vous m'avez l'air déjà propre en discuter avec votre propre question. Le Puy-de-Dôme, enfin, Moi, je pense Merckx que et au est-ce que la victoire Puy-de-Dôme. d'un Français serait légendaire? Comment? La victoire d'un Français, est-ce que ça serait légendaire? Oui. Ah, par Pourquoi définition, pourquoi?
Ah bah non. Ah moi, oui, oui. d'accord. Non, mais pour moi, Tour de légende, je C'est pour ça, il va se mettre d'accord sur les mots, c'est comme ça qu'on a appris en philosophie. D'abord, on se met d'accord sur les mots. Excusez-moi. Donc un Français peut gagner, donc ça peut être un tour de légende. Non, Merci. je vous revois parfois plus à l'aise sur le débat, en train de crier sur un chroniqueur, exemple Non, de mais- Schneider, en disant « mais on ne fait pas un débat sur les adverbes ». Enfin, il me semble un peu monté en chaussettes. Si je vous dis tour de légende, vous me dites quoi? La légende étant un adverbe, bon, On a peut discuter quand même. mais petit. On a Je vais déjà. revenir, c'est un cours de français, je reviens, vous me dites quand vous avez fini, je reviens, parce Non, que non, l'autre non. il est rentré dans un cours de français parce qu'il est en slip total, Ouais, il j'ai est en l'impression. slip total. J'ai l'impression. Non, Donc, on n'est pas si- d'accord sur le mot légende déjà. Si je vous dis tour de légende, vous me dites quoi? Alors, spontanément, 1989, Lemon Fignon, les 8 secondes d'écart. J'en ai noté d'autres, hein. Je ne sais pas si vous aussi, vous pouvez participer à cette question. 86, avec la première victoire de Lemon, Alpe d'Huez, Ouais. main dans la Ah oui, main, et 85 aussi. avec Bernard Hinault. Bien sûr, 85 aussi. 85, la dernière victoire Vous de mettez ça très Hinault. haut, c'est bien. 64, Anquetil Poulidor, Oui, le fameux Puy de Dôme. le fameux Puy de Dôme. J'en ai d'autres. 2003, gagné par Armstrong. Alors, c'est Ouais. vrai que c'est pas... Non, Si, non, celui-là. c'est pas légende. Gagné par Armstrong. Ah, Pas légende. Si, C'est si, pas si, Boum. si, si, Ouais. moi, Allez, je- attendez, si, Gilles, si, Gilles. si, celui-là, je le mets, moi. Chute de Bellocchi qui a failli Bien entraîner sûr. la chute d'Armstrong ou à un moment Armstrong Tout droit, dévale bien sûr. Longchamp. Ulrich qui gagne le contre-la-montre à Cap Découverte, qui vient avec Rudy Pévenage narguer Armstrong en disant demain je prends ton maillot. Chute d'Armstrong dans la montée de l'Uzardiden. Finalement il se relève, les gens n'attaquent Tout à pas. fait. Et puis c'est un tour que Armstrong a remporté avec Donc la en fait, plus il petite y a eu course 5 tours de marche. légende, quoi, en fait. Non, il y a Cadel Evans en 2011, je ne sais pas si vous Qu'est-ce qui dites. lui arrive Non. Les 9 jours en jeune de Vauclair. Non, Ça, c'est légende, ça mais c'est pas Les gens- Non, mais c'est sympa, c'est La chute sympathique. d'Ocana, C'est la un chute bon d'Ocana tour, un avec tour son maillot intéressant. jaune mais- qui a failli Fantastique. mourir. Fantastique. Voilà, bah oui, mais voilà, mais il faut être né le siècle dernier. Non, mais moi je fais pas l'émission tout seul. Merckx, il y a eu C'est pour ça qu'on t'invite. Non, mais les 9 jours de Vauclair. Les 9 jours de Vauclair. Je suis là, oui, effectivement. La chute d'Ocana qui a été les duels Merckx-Thévenet, les 2 fois où Thévenet a gagné. 75-77. Voilà, c'est des vrais tours de légende. Tandis que là, c'est pas des tours de légende, il y a une mobilette devant et derrière, il y a des mecs en vélo, c'est tout. Grégory. Si, enfin, si on parle des 9 jours de Vauclair, on ouvre quand même la légende à des sensations qui sont un petit peu hors normes. Donc là, en fait, moi j'ai du mal à penser à un tour de légende parce que les écarts sont plus et très significatifs, y compris sur les étapes de montagne. Depuis qu'ils ont désarmé ou à peu près désarmé, tu prends 40 secondes en haut, tu prends 25 secondes, tu prends... Depuis qu'ils ont désarmé. Ils ont un peu désarmé au niveau comment dire, niveau C'est-à-dire médication. Tu fais plus, il n'y a plus des écarts phénoménaux à la fin des étapes. Donc la course est tenue, c'est assez stratégique, tu peux pas te découvrir, c'est plus tactique. Pour autant, il peut y avoir des petites choses annexes, il peut y avoir une victoire française le 14 juillet, il peut y avoir voilà. Ça suffit pas en fait. Avec Armstrong, Non, mais- c'était assez tactique quand même, Non, mais- semble-t-il. Oh, Plutôt cadenassé. Armstrong, s'il voulait, il cadenassait. S'il voulait arrêter de cadenasser, il les mettait à 3 minutes sur les contre-la-montre, ces choses comme ça. Donc on peut pas. Mais en tout cas, les écarts sont plus minces. Donc effectivement, il n'y a pas de grande remontée, il n'y a pas de grand coup d'éclat. Voilà, Donc, tout ça, c'est un peu fini. Voilà. Excusez-nous, donc l'âge d'or de ce sport est passé. Non, parce que Non, mais c'est une ère différente. C'est une ère différente. On peut pas parler d'âge. Non, mais c'est- moi, je voilà. pense que c'était. Moi, je l'ai pas vécu, mais je pense que c'était mieux avant, quoi, en vérité, parce que Bah alors je trouve que les oreillettes verrouillent la course et c'est un peu insupportable. Et on le voit dès qu'il y a quelques courses, souvent à un niveau un peu moindre où il n'y a pas les oreillettes, bah, ça permet un peu de folie parce que les informations forcément ne remontent pas aussi vite que quand il y a des directeurs sportifs dans la voiture qui peuvent communiquer les écarts et dire éventuellement qui a attaqué, si ça a échappé. Bertrand, à sans une les équipe. oreillettes, on verrait une course de mouvement. sur le Tour de Mais davantage, parce que déjà. Il y gagné 5 fois, il y avait une course de mouvement, il y avait se passer des choses. Mais Il y a eu des dynasties comme ça qui sont succédées. mais ça a toujours été comme ça, c'est et avec l'histoire du- Eddie Merckx, etc. Et- oublié. Non, mais c'est l'histoire du tour. Mais non, mais T'as ça oublié que casse ça peut être chiant des fois. Mais moi, je pense Non, pas ça. je pense pas, Je pense que quand les écarts mettent plus de temps à être annoncés par les directeurs sportifs, que les directeurs sportifs ne disent pas tel coureur, tu te sacrifies parce que tu as un mec qui est plus fort que toi dans ton équipe, donc tu vas rouler pour lui, tu te sacrifies. Parfois, quand il n'y a pas les oreillettes, ouais, mais ça, en il revanche, y a une course qui est davantage de mouvement. À Et l'époque c'est de pas le cas Lemonino, maintenant. Tapi, ça existait déjà. C'est encore autre chose. Je suis d'accord avec toi sur le fond. Enfin- Mais les consignes, elles existaient déjà. C'est-à-dire que Oui, concrètement, mais elles sont plus immédiates maintenant Oui, et tu peux moins il y le a des refuser. périodes. Il y a Lemon, par exemple, en 85. On l'a interdit, on lui mais bien interdit, sûr, on lui ça a interdit toujours existé. d'attaquer Hinault, alors que sans doute il est plus fort. Mais Sébastien, je suis d'accord avec toi Mais là-dessus. tu as raison sur le fond. C'est après, exacerbé par les oreillettes. Et il y a un exemple qui est très récent, qui date du week-end dernier. Il y avait les championnats de France, où il y a un groupe de coureurs qui arrivent pour se jouer la gagne. C'est Warren Barguil qui gagne à la fin. Il y a 2 coureurs de Cofidis. Les 2 coureurs de Cofidis sont les 2
coureurs les plus rapides de l'échappée. S'il y a un directeur sportif, le directeur sportif dit l'un, tu cours pour l'autre et l'autre, tu fais le sprint. Au final, chacun essaie de jouer sa carte, ils font 2 et 3. Si tu as les oreillettes, ça se passe différemment. Par rapport aux oreillettes, il y a un corollaire qui marche avec ça, c'est la supériorité d'une équipe. Et le problème, c'est qu'on est depuis plusieurs années avec une équipe qui est très supérieure aux autres. La Sky, donc, très franchement, ils ont 30 millions d'euros de budget. Il y a les grosses équipes, 40, les grosses équipes françaises en ont 7 ou 8. Bon, bah, ça se retrouve au niveau des coureurs, au niveau de où allez, on pousse à 10. Un groupe à FDJ, je pense qu'ils ont plus. Mais ouais, 10. Mais c'est pas. Mais voilà, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça existait avec Armstrong. Oui, ça voilà, existait avec la vie claire dans les années 80. Oui, mais ça veut dire que ça cadenasse la course dans des proportions qui empêchent la course de cette année, il y a quelques fois. Non, mais d'accord, mais non, vous allez voir la Sky, le niveau des 8 mètres. Oui, mais sur l'équipe Ineos, par exemple, ex-Sky, si vous n'avez pas les oreillettes et que vous avez Bernal Thomas, normalement, là, c'est Bernal. S'il n'a pas le feu vert, il va essayer de privilégier les dessins de Thomas. Si, à un moment donné, tu es dans le Tourmalet et que Bernal, il est mieux et qu'il n'y a pas Nicolas Portal qui lui dit « Fais gaffe, Thomas, c'est moins bien, ralentis le train », mais il attaque et puis à l'arrivée, ça se règle le soir à l'hôtel. Mais tu fais ce que tu veux. Quand tu as un mec qui va te mettre de la pression dans l'oreillette en disant « Fais attention ». D'ailleurs, quand Wiggins... Mais bien sûr, quand Wiggins gagne le Tour en 2012, Froome lui est supérieur. Dans la planche des belles filles, il freine quasiment Froome. Il avait gagné. Il le montre. Mais bien sûr, il démarre et il l'attend pour lui dire regarde. C'est ça, mais au final, il avait préparé l'année d'après, mais sur ce tour-là, il peut le gagner. C'est lui le plus fort des deux équipes. Sauf qu'il était prisonnier des oreillettes. Sur le tour en question, tu peux pas lui dire, il n'y a pas un directeur de course qui peut venir à sa hauteur lui dire tout ça? Si, mais le temps qu'il arrive à la hauteur, tu perds le temps qu'il arrive à la hauteur, ça se passe pas. Mais bien sûr, mais oui, mais Dominique Sévrac, je reviens vers vous parce que vous avez été le seul à dire oui. Donc là, je pense qu'on a bien préparé, on a bien mâché le travail pour tonton Dominique. Avez-vous maintenant d'autres arguments, des petites choses, nous ouvrir un peu la porte de votre grand livre à culture? J'ai bien compris que vous avez mis la barre très haut, la légende, mais je reste sur mon idée qu'un Français peut gagner, que pour moi, ça sera un tour de légende. Ok. Un téléspectateur nous a adressé cette remarque ou cette question sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Yvan le Terrible. Ah bah oui. Il faut faire la différence entre étape de légende et tour de légende? Non, parce qu'en en fait, on devait égrener certains tours, mais surtout certaines étapes. Voilà, c'est une compétition. Quoi qu'elle se passe, il se passe toujours quelque chose dans le tour. Il y a toujours une étape, 2 ou 3 qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça que ça nous passionne. Mais un tour de légende, c'est un match avec 3-4 coureurs qui peuvent remporter et qui sont constamment à la lutte avec des renversements de situation, avec tout ce qui se passe, des mecs qui s'échappent, des mecs qui tombent, des mecs où il y a des drames, où il n'y a pas de drame. Donc pour l'instant, on n'a pas ça. Mais par contre, il se passe toujours quelque chose. C'est pour ça que cette épreuve nous fascine. Non, mais il y a quelque chose qui compte aussi. Pour un tour de légende, il faut aussi des coureurs de légende. Alors on peut me répondre, le tour fait les légendes, certes. Mais moi, je ne vois pas aujourd'hui dans le cyclisme des personnalités incroyables qui vont me faire me lever de ma chaise. Sagan. Et je trouve que ça manque un petit peu. Les personnalités avec le sport. Plus les années passent et plus on gomme les personnalités. Mais il a raison. Bertrand, il y a des personnalités. C'est à cause des oreillettes, c'est à cause du système. Hein. Moi, je trouve que les oreillettes mettent tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que les types qui avaient un peu qui avaient de la personnalité et qui commandaient naturellement un peloton, ils le commandent beaucoup moins bien puisqu'on les commande à eux dans une oreillette. Je trouve ça dur de dire qu'il n'y a pas. Il y a des mecs qui ont une sacrée personnalité. Un mec, quand vous rentrez dans la démarche de Bardet, vous avez froid dans le dos, dans sa démarche de sportif de haut niveau, sur la CDI. Quand vous rentrez, un mec comme Quintana, par exemple, c'est. Mais attendez. Attends, moi je te parle de gens qui dépassent le cadre du sport. Parce qu'on est en train de. Le mot légende, il est quand même extrêmement fort, pardonnez-moi. Et il me faut des coureurs qui dépassent le cadre de leur petit landerneau. Et aujourd'hui, qui dépasse ce Je pense qu'un mec comme Quintana en Colombie dépasse il a une voix politique reconnue, il a une voix. Enfin, je veux dire, en Colombie, ça nous intéresse pas. Après, c'est mondialisé quand même. Gentil, Quintana, c'est bien celui qui attaque à 5 km de l'arrivée. En général, il essaye d'attaquer Maintenant, avant, il attaquait. Maintenant, il est content de suivre. C'est quoi préféré de. Non, mais Greg, la légende Quintana. Attaque de Quintana, là, ça me réveille un peu. Pour moi, pas tous en même temps. Pour moi, un tour de légende, il est possible sans coureur légendaire au sens où l'entend Sébastien. Pour moi, c'est par le scénario de la course, etc. Et il n'y a pas besoin d'avoir une conscience politique ou d'être une grande gueule, etc. pour participer à une course de légende. Enfin, moi, je me souviens, par exemple, d'un grand tour très récemment où Froome bascule, est largué au classement et à 2 journées de la fin, il renverse
je crois que c'était le Giro de mémoire, il renverse le Giro alors qu'il est en difficulté, bah, ça a participé à faire ce tour-là un tour magnifique. Alors que Froome en soi, Froome, il te renverse, il t'impressionne pas. Enfin, il te pas personne n'est fasciné par Froome. Le Tour de France qui s'ouvre demain du côté de Bruxelles, nous allons en parler toute la soirée. Ça va être notre fil rouge de la soirée. Le Mercato Express à présent. 3 minutes pour faire le tour de la planète Mercato. On y va. Le compte à rebours démarre. C'est parti. David Guignon, entraîneur de Reims, ferme la porte à un départ de Mathieu Cafaro, pisté par l'OM. Est-ce que David Guignon et son président, qui est dans l'oreillette, Jean-Pierre Caillot, sont sur la même longueur d'onde? Je regarde comme ça. J'ai pas regardé. D'abord, à Reims, c'est Jean-Pierre Caillot qui décide. Et Jean-Pierre Caillot, il a décidé qu'il était intransférable. Ok, très bien. Ah bon? Jusqu'au 30. S'ils ont 15 millions d'euros, ils le vendront. Hein. Mais après, le truc, c'est que c'est pas Marseille qui mettra les 15, parce qu'ils peuvent déjà pas mettre 7. Donc déjà, je pense que Cafaro, il n'ira pas à Marseille pour ces raisons-là. Après, si Nice ou Monaco décident de mettre 15 millions d'euros sur Cafaro, qu'ils ont acheté absolument pour 0, je suis pas sûr que Reims puisse se permettre de cracher sur 15 millions d'euros. Celui qui met 15 millions d'euros sur Cafaro, il est peut-être pas né encore. Hein. On va attendre un petit peu quand même. Il a beaucoup de talent. Je leur souhaite, oui, d'accord, mais je leur souhaite, mais pour l'instant, on va attendre. Les mecs déclarés intransférables le 5 juillet, c'est quand même marrant, je trouve. Ok. Info l'équipe, Samir Nasri est tout proche d'Anderlecht. Eh bien, c'est désormais officiel. Samir Nasri s'engage avec Anderlecht. Avez-vous une petite pensée pour Paul Le Guen, le manager-entraîneur du Havre, qui avait pensé à lui? Oui, mais il avait pensé à lui, mais il savait que cela ne se ferait pas depuis bien longtemps. Ah. Et après, voilà, Samir Nasri est ravi d'aller à Anderlecht parce que le club est entraîné par un de ses amis. Et il va aussi pouvoir passer... oui, Vincent Compagnie, tu as raison de le dire. Il va aussi pouvoir passer ses diplômes. De coach? Oui. Ok. L'homme piste Benedetto, le buteur de Boca Junior. L'homme a-t-il enfin trouvé son grand attaquant? Benedetto, le buteur de Boca Junior. 29 ans. 29 ans. Première escapade en Europe. Ils ont essayé Carlos Bacca à un moment donné, ils sont finis par Mitroglou, ils sont passés par Balotelli et maintenant. Benedetto. 29 ans pour un Sud-Américain, 29 ans, le fait qu'il soit encore sur son continent, c'est quand même intriguant. C'est suspect. Oui, il est international argentin aussi, mais de toute façon, après, Marseille. Les internationaux argentins attaquants, on les connaît, ceux qui jouent devant, c'est pas lui. Hein. D'accord, mais déjà, il gagne pas un match. Y être, déjà, c'est une chose. Enfin, on sait tous que Marseille, ils peuvent pas se payer. Non, mais ça, c'est autre chose. Après, c'est notre philosophie. Je suis pas certain que Benedetto, ils peuvent non plus. Donc, il y a un moment donné. À ce moment-là, ils ont qu'à prendre Nolan Roux. Ne jamais oublier que cette année, ils ont fait 6 mois avec Mitroglou et Germain. Je suis pas sûr qu'ils soient inférieurs à ces deux joueurs. Ressé en passe d'être vendu, Krikoviak vendu au Lokomotiv Moscou. Paris a-t-il déjà, en vendant là, réussi son mercato? Il rentre de l'argent déjà. C'est pas mal, il libère des salaires, c'est 400 000 Ressé. Krikoviak, c'était très élevé aussi, c'était du 500 000. Donc même s'il était prêté au Lokomotiv Moscou. Donc ça c'est très bien, ça fait des rentrées. Il faut connaître les conditions quand même. Oui, est-ce qu'il y a des compensations financières? C'est sûr que si pour partir ils lui font un chèque sur une partie de ses salaires, là c'est moins intéressant. Il n'a pas dû s'asseoir dessus. Au Lokomotiv il paye, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, ils encaissent 12 ou 13 millions. 10. Après il y a quelques gros salaires dont le PSG voulait se séparer qui sont toujours au club. Et qu'on a des valeurs marchandes. Donc ça fait du bien. Ça fait des joueurs comme Draxler, visiblement Kurzawa, il faut encore. T'as libéré Buffon, Draxler. Draxler, il devrait rester. Buffon, Alves. Mais j'ai bien compris. Kurzawa, c'est pas un gros salaire pour eux. Combien c'est Non mais. C'est 275. S'ils veulent Guerrero, qu'ils ont 3 arrières gauche, ce sera peut-être pas très intéressant pour eux. Mes petits. Mercato Express. On vous donnera d'autres infos dans la deuxième partie. On sera plus performant ce soir. Bien sûr, c'est important le rythme de notre émission. C'était un galop d'essai. C'est un mercato de légende, moi. On va enchaîner. Wimbledon impossible. Demain, 2 Français donc, sont au 3e tour de Wimbledon. Autre point commun. Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga, ce sont ces 2 Français, affrontent 2 légendes. Federer. Non. Ah oui. Oui, si. J'avais compris un truc. Ah, d'accord. Federer, je continue, mon Gilles. Federer, Pouille, Nadal, Tsonga. Quel Français va prendre la plus grosse fessée? Habillage à l'américaine. C'est interdit désormais la fessée. Hein? C'est interdit en France. Pas en tennis. D'accord. Vous aurez peut-être demain. Bertrand. Pouille. Greg. Aucun des deux. Aucun des deux. Vous voulez un nom? Gilles, non, aucun des deux, c'est bien. Les deux. Les deux, voilà. C'est bien. Non, mais là, vous allez me dire Pouille. Ah, d'accord, je pensais que vous alliez me dire Tsonga, mais non, Pouille. Moi, je veux pas Tsonga, mais je veux pas faire des débats sur Tsonga ou Pouille qui vont prendre des fesses. Ah ouais, d'accord. Voilà des présidents, tu réponds plus aux questions. Tsonga. Non, attendez. Il y en a 2 qui n'ont pas répondu aux questions et c'est vrai. moi. Comment ça, 2?
Attention. Bah toi, Ah, et Schneider. j'ai dit les deux. Oui, c'est l'un ou ça l'autre. s'appelle ne pas répondre aux questions. S'ils prennent 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, Ok, 6-2, bah tu rendez-vous départis, demain, on quoi. s'appelle demain soir. Ah non. On en reparlera à la rentrée. Voilà. Vous m'avez dit aucun des l'US deux. Open, on en Et aucun des deux, c'est pas mal comme réponse. Moi, ça me Non, mais plaît. c'est presque, comment dire, c'est presque éthique. Ah bon? C'est-à-dire que oula, non mais j'aurais l'impression de priver les joueurs du match. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas moi dire ils vont à l'abattoir. Non mais je vais essayer de développer ça correctement. Excusez-moi. Je Le peux président pas. s'excuse. Non mais je peux pas me va les dire perturber. dire sur un plateau de télé ils vont à l'abattoir, ça va être rigolo, ils vont se faire défoncer. Je trouvais ça irrespectueux pour eux en fait. Moralement C'est-à-dire douteux, qu'ils en ont plus. et moralement douteux. Ouais, C'est pas ton genre. C'est-à-dire qu'ils ont un match à jouer. Alors évidemment, c'est compliqué. Tsonga est plus vraiment joueur de tennis, enfin redevient joueur de tennis depuis quelques mois alors que ça a été très compliqué pour lui. Pouille, il est quand même demi-finaliste du dernier Open d'Australie. Donc si quelqu'un le voit à l'abattoir, Bien je sûr. le vois pas. Donc ça me semble un petit peu. Ce serait irrespectueux envers. Sur Draxler, ça te gênait moins de. Oui, parce que sur Draxler, il y avait des données objectives. Il s'était planté à Wolfsburg, il s'était planté à Schalke. Tandis que là, non mais je vais finir. Non mais. Bah, tu veux finir. Tu vas me laisser finir. Tu vas le laisser finir. Non, mais pourquoi il parle- Alors vas-y mon gars. Attention, je vais me faire un plaisir. attention au mobilier quand même de cette chaîne. C'est un décor qu'on n'a pas fini de payer. Juste avant, Non, vous mais n'êtes voilà, pas vous comprenez ce l'animateur. que j'essaie de dire, c'est pas Non. respect pour les sportifs. Je pense que vous avez été très clair, mon cher Greg. Gilles, écoutez Gilles, parce qu'il ne partage pas du tout votre avis. Lui, il pense moi, que j'ai c'est un les deux qui Lui, il vont respecte partir. rien. Ouais. Moi, je respecte. Si, je les respecte. Ils ont un niveau. Leur niveau est un niveau faible à très haut niveau. Donc, ils jouent deux monstres. Ils vont prendre deux tôles, c'est tout. Voilà, je vois pas Pouille, il a gagné deux. C'est la première fois qu'il gagne 3 matchs depuis un an. Donc et ça va, c'est la résurrection de Pouille. Demi-finaliste de l'Open Ouais, d'Australie. oui, il y a un an. C'était au mois de septembre. c'était Non, c'est en janvier. Au février même. Voilà. mes petits. T'as pas gagné un match Pouille pour Bertrand. Je vous avoue que là, je suis quand même très gêné après le monologue brillant et que je suis un peu. Parce que vous êtes méchant, vous êtes foncièrement méchant. Bah oui, c'est vrai. Du coup, je suis subitement indécis. Non, mais parce que pour moi, à choisir entre les deux, c'est une meilleure surface pour Federer que ça ne l'est pour Rafael Nadal, qui a eu quelques petites difficultés quand même contre Kyrgios. Tsonga, et je trouve que sur son service, etc., est capable de faire, peut-être qu'il perdra en 3-7, mais d'aller un peu sur des tie-breaks, etc., et de perturber Rafael Nadal. Donc c'est moi pour cette raison-là que je me dis que celui pour qui ça peut être difficile, c'est Lucas Pouille. Encore une fois, sans l'insulter, et s'il gagne, on sera très content pour lui, mais en plus, il n'est quand même pas dans la forme de sa vie non plus, Lucas Il Pouille. y a une technique de Sébastien Tarago. Quand il fait les impasses sur les sujets, le mec. Le micro tombe. Le micro tombe. Donc, Je faisais pareil en Vous cours. voulez qu'on dise la vérité aux gens? Je faisais pareil en On cours. peut dire la vérité aux Ça gens. bouge. Alors déjà, j'ai 2 micros, Oui. donc les gens Ah, m'entendent. Je d'accord. ne voudrais pas les priver de mon analyse sur le. Vous avez le choisi tennis. son gars, je vous le rappelle. Mais Et il y il a avait un oublié argument par en disant rapport à que ce son qu'il gars est est protégé. Je ne sais pas si on a payé le mobilier, mais en revanche, les micros brûlent. Donc c'est jamais très intéressant. Donc je le mets derrière mes fesses. Et donc c'est donc Comme pour ça, ça ça que brûle. son gars va prendre. L'arrière de mes Et fesses. donc, D'où son gars va l'expression, prendre alors, le le faux faux cul. Par rapport à ce qu'il a dit, Bah, la pub. il a été très respectueux parce qu'il n'a pas dit qu'ils allaient prendre une branlée. Il a dit ce sera plus difficile pour. Donc il a respecté les Bien sûr. joueurs. Après, il en ton pense pas moins. introduction, Eh, Non mais je me permets de. voilà. Greg, À force de se faire des émissions, il est devenu faux cul. Greg, le gars devient de plus en plus respectueux. Le gars Voilà. s'améliore. C'est Non, Bertrand. mais il a compris Ah comment non, faire justement, carrière. non. Dans avec quelques du vide. minutes. À tout de Ça suite. nous intéresse pas qu'il s'améliore. On veut qu'il reste comme il était avant. Pas du tout. Allez mes petits, on est toujours dans la première partie de l'équipe du soir. 2 choses à vous dire. Veille du Tour de France, regardez. Voilà ce qu'on vous fait gagner, un beau maillot jaune. C'est le maillot du centenaire. Hein. En plus, c'est le maillot de demain. Initiative de la Société du Tour et de l'équipementier. Il y aura des maillots uniques avec à chaque fois soit un lieu mythique, soit un champion mythique. Ce sera le maillot que gagnera le vainqueur d'étape de demain, FC Nantes, du ça côté marche de Bruxelles. Comment Dominique Si on aime le FC Nantes, ça marche aussi. Si on aime le... Oui, mais c'est un petit peu décalé. Non, d'accord. Si, c'est- Dominique peut l'enfiler maintenant. Oui, le maillot. Dominique Oui. Sévrac est avec D'ailleurs, il le mettra en deuxième partie. Voilà, Dominique Sévrac, Gilles Favard, Ah bah oui. Greg Schneider. Alors regardez, Greg est concentré, c'est la grande boucle qui démarre demain. Là, vous avez la mine des grands jours, Bertrand Latour et le président Sébastien Tarago. Justement, Romain Bardet. Cours de stratégie pour réussir son tour avec Romain Bardet. C'était aujourd'hui dans l'équipe. Article intitulé La stratégie du dos rond, écrit par Gaëtan Scherer. Je vous explique, Romain Bardet mise gros sur la
dernière semaine du Tour dans les Alpes, où il s'est intensément préparé en juin. Et il nous le dit, Romain Bardet, dans les Alpes, on verra de gros écarts avec toute la fatigue accumulée et la succession de longues ascensions. Romain Bardet mise tout sur la dernière semaine. Est-ce que c'est trop tard pour espérer gagner le Tour de France? Quelqu'un m'a répondu non. Ce quelqu'un, c'est Bertrand Latour. Eh bien, nous allons lui donner une minute pour vous convaincre et convaincre l'ensemble du plateau. Bertrand, vous êtes bien calé? Tu veux un changement de lumière ou pas? J'aimerais. Vas-y. Un petit changement de lumière? Oh, quel talent. Quel talent. À vous. Non, c'est pas trop tard pour gagner le Tour de France. Évidemment, si vous êtes à 6 minutes au soir de la dernière semaine, c'est compliqué. Mais dans des conditions normales, en tout cas, sur une dernière semaine de Grand Tour et qui plus est de Tour de France, on peut tout à fait faire basculer une étape. C'est déjà arrivé. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de Christophe Froome qui est en grande difficulté et qui a su, sur un coup de poker, remporter le Giro. Contador également a déjà réussi de tels coups. Et en plus de ça, pour Romain Bardet, il y a la possibilité, via le relief, justement, de pouvoir renverser le Tour de France parce que c'est un grimpeur et parce que sur la dernière semaine, il y a 2 arrivées à plus de 2000 mètres et au-dessus de 2000 mètres, c'est très difficile quand on est un coureur cycliste et à ces altitudes-là, il y a des coureurs qui sont de bons grimpeurs qui plafonnent ensuite. Et on sait que Romain Bardet, il est à l'aise. Et en plus de ça, le massif préféré de Romain Bardet, ce sont les Alpes, justement. Il y a déjà gagné des étapes, il s'est déjà très illustré. Donc Romain Bardet en grande forme, s'il n'est pas très loin, en tout cas, ça nécessitera d'avoir été bon pendant 2 semaines, il est capable de faire basculer le Tour de France. Merci, mon cher Bertrand. Bertrand, vous a-t-il convaincu? Ça a été vraiment un contre-la-montre fantastique à 1 minute et hop, sur le buzzer. Compte Twitter de l'équipe du soir. Vous a-t-il convaincu, cher Bertrand? Et avez-vous convaincu les autres chroniqueurs de l'équipe du soir? Vous allez vous situer au centre. Bien sûr. Ça va? Ça vous C'est en gêne pas général trop la position que je préfère. D'accord, ok, très bien. Au centre de l'assistance, et je vais passer tour à tour auprès des chroniqueurs pour savoir et vous allez demander et leur demander si vous les avez convaincus. Greg Schneider, convaincu par Totalement, oui. totalement. Gilles Favard, Je l'ai connu plus convaincant. plus convaincant. Petit doute. Alors, on ira vous voir, Gilles. Hein. Mon cher Dominique. Bertrand, c'est un soleil, c'est un roi, c'est le roi soleil. Ok, très bien. Sébastien Tarago. C'est pas. Je n'ai pas de mots pour décrire Bertrand. Ok, d'accord. Ok. Mais j'étais convaincu avant. Après, moi aussi. quand il me compare Bardet à Contador, le meilleur des Contador, et Christopher Froome, j'ai plus de mal à rester sur ma chaise. D'accord. C'est pas ce que j'ai fait, mais bon. Ah si. Bah non, j'ai pris 2 exemples. J'ai pas dit Bardet est aussi fort que Froome non, et quand ou même pas. Contador. Bah non, Pas je les ai pas jusque-là, quand comparés. même. Bah, je les ai pas Pas comparés. jusque-là quand même. J'ai pris des exemples historiques. mais On a effectivement, faut un connu peu de culture. Bertrand. On a connu Bertrand plus inspiré. Mais il est arrogant, mais. On a connu Ça, oui. On a connu Bertrand plus inspiré. Gilles, je J'ai pas vous dit plus cite. inspiré, j'ai dit plus convaincant. Plus convaincant, Il pardon. est toujours inspiré, même quand il n'est pas convaincant. Alors, dans sa démonstration, qu'est-ce qui vous a déplu ou Il vous a étiez pas commencé d'accord? par dire s'il est à 3e semaine, il est à 6 minutes. Bah oui, s'il est à 6 minutes, 3e semaine, il peut rentrer à la maison, ça c'est sûr. C'est la palissade. Non, parce que moi je pense que Bardet a une équipe faible et c'est ce qui me fait peur. Et justement, je trouve que pour arriver à la 3e semaine et être toujours dans ce paquet pour pouvoir, dans ce petit, des 3-4 qui vont pouvoir gagner ce tour, c'est là où j'ai un doute. J'ai un doute à sa capacité à être dans les bons écarts jusqu'à sa dernière semaine. Et il va laisser des plumes dans ses 15 premiers jours. Et la dernière semaine va être, pour moi, assez difficile pour lui. J'ai l'effet inverse, moi, Il y a un de ses patrons. de Bertrand. Il y a un de ses patrons, Stéphane Goubert, donc directeur sportif à G2R, qui nous dit ceci dans l'équipe: si un grand tour peut se perdre la première semaine, mais se gagne la 3e, donc la dernière semaine, ce postulat est encore plus vrai cette année au vu du tracé. La fin de course sera d'une densité incroyable. Toutes les étapes seront extrêmement usantes et les conséquences seront terribles. Moi, j'ai l'impression que cette phrase, je l'entends toutes les années. Mais c'est vrai. Mais c'est un clicheton. Mais c'est un vrai. Ah, bah C'est écoutez, vrai. ah, mais c'est vrai. Alors attendez, Non mais tu peux perdre le j'ai Tour un tous chiffre les à vous jours. proposer. J'ai Tous un les chiffre, jours. oui. Demain, ça se trouve, Bernard, il aura perdu le Tour de France. J'ai un chiffre à vous L'idée, proposer. Si tu tombes, c'est sûr. Bah oui, non, mais bon, mais sauf que ça arrive les chutes. Il y a 180 coureurs, les regardez sur des rues de 7 mètres. Bah Regardez, oui. regardez votre rivière, 7. Depuis 7 ans, le vainqueur du Tour de France est toujours en jaune avant la dernière semaine. J'égrène un peu. L'an dernier, Geraint Thomas a pris le maillot dès la 11e étape, donc soit à 10 étapes de la fin. 2017, Froome a pris le maillot au soir de la 14e étape, 7 étapes devaient se recourir. En 2016, Chris Froome a pris le maillot un peu plus tôt encore, 8e étape. Ah oui. En 2015, Froome, 7e étape. Là, on ne parle plus de la semaine décisive, la 3e semaine. Hein. Nibali, on change parce que vous me dites Froome, Nibali.
10e étape. 2013, Froome, 8e étape, il prend le maillot pour ne plus le quitter. Wiggins, 2012, 7e étape. Et alléluia, en 2011, enfin une 3e semaine qui compte. Hein. Cadel Evans prend le maillot lors de l'avant-dernière étape. Auparavant, juste l'étape précédente, c'était Andy Schleck qui avait renversé Vauclair à la 19e étape. Là, on avait vu, enfin, une vraie 3e semaine, on avait vu quelque chose. Non, mais tout le monde savait que Cadel Evans allait cueillir Schleck sur le dernier contre la montre. Bien sûr, donc en fait, la couleur du maillot était virtuelle puisque l'écart, il a été dans les temps. D'accord. Donc, excusez-moi, je viens de vous dire sur les 7 derniers tours. Non, sur Bardet, moi, est-ce que ça change? Oui, ça change rien. Ce que je voulais dire, 3e semaine, ça ne change rien. Ça change que quand t'es fort, en général, non, mais ce que vous voulez dire, pour exister. Est-ce que l'absence de favoris clairs ne va pas amener une succession de patrons semaine après semaine, voire séquence après séquence, sur ce tour-là? Enfin, on verra Ineos. Là, si je vous demande quel est le favori du tour, Tu le sens? tout le monde est d'accord? Bernal et Thomas. Bernal et Thomas. Donc il y en a au moins 3. Donc peut-être qu'il va y avoir plusieurs patrons successifs de la course. Et donc ça favorise le scénario de Bertrand. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Tour peut échapper à Ineos? Ils sont tellement forts. Est-ce que ça peut échapper à un membre d'Ineos? Oui, non, mais d'accord, les accidents. Mais enlevons cela. Moi, j'aimerais juste savoir ça. Qui peut répondre à la question de Greg, à la question de Sébastien avant de donner la parole à Greg? Non, mais j'ai à peu près le même avis, puisque j'ai dit ils vont tellement tenir, ils vont tellement être costauds et tenir cette course. Moi, la proportion des adversaires d'Ineos, c'est de savoir comment ils vont rester avec eux, aussi près d'eux en temps, en tout ce que vous voulez, pour être justement dans cette dernière semaine, qui est vraiment une dernière semaine terrible, où la lutte va être intense, et ils vont avoir besoin et d'une équipe qui tienne la route, et un petit peu de copains à droite à gauche. Est-ce que Bardet et la G2R a cette capacité? C'est la question. J'en doute. Greg Schneider? Je pense l'année dernière, il s'est senti mieux l'année dernière que les 2 années précédentes. L'année dernière, il est 7e. Il y a 3 ans ou 2 ans, il est second. Or, l'année dernière, il se sent mieux. Et il n'a pas tout à fait, comment on pourrait dire ça de manière amène, il n'a pas tout à fait compris ce qui s'était passé. Ce que je veux dire, c'est que lui, je suis sûr qu'il arrivera au top de ce qu'il sait faire. Il est dans sa démarche, il est dans son truc, il a l'habitude. C'est quand même un routier du Tour maintenant. Après, à quel niveau seront les autres? Je pense que c'est sa vraie interrogation à lui. Et ça, il va le savoir, pour répondre donc à la question, il va le savoir rapidement. Okay. C'est-à-dire que c'est au bout d'une semaine, il saura exactement où sont les autres. Et s'il est dans le match-là, il peut rêver. Romain Bardet mise tout sur la dernière semaine. Est-ce trop tard pour espérer gagner le Tour de France? Vous aviez répondu non et vous avez convaincu la majorité des téléspectateurs. Bravo mon cher Bertrand. Merci beaucoup. Bravo. Dans quelques minutes, on reviendra sur l'opération Neymar. Vous savez, Neymar veut partir. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le président du Barça qui annonce ça. Neymar veut partir dans quelques minutes. À tout de suite. On sera là. L'équipe du soir, c'est reparti. Nous étions en train de parler de la grande boucle. Y a-t-il encore des stars sur la grande boucle? C'est une bonne question posée par Sébastien Tarago. La star, c'est ça. Voilà, c'est le maillot jaune. Un maillot jaune que nous avons gagné sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez. Tirage au sort, peu avant les 12 coups. Si vous voulez des bonnes questions, invitez-moi à vos conférences de rédaction. Merci beaucoup. Sébastien Tarago, le président, est modeste ce soir. Bertrand Latour, l'école Bertrand Latour. L'école de Bertrand Latour, mon cher Sébastien. L'école Bertrand Latour. Et quand même une pensée pour Pierre Latour, qui ne disputera pas le Tour de France, lui qui a été meilleur blanc du Tour de France. Il a des problèmes des problèmes physiques et du coup il a dû laisser sa place. Donc on pense à Pierre Latour. Ouais, chez les Latour. On lose de génération en génération. Mais nous sommes de beaux perdants. Ok. Ça nous fait plaisir. On n'est pas censé, enfin on n'est pas, vous croire. Grégory Schneider, Dominique Séverac, je cherche un verbe, je ne l'ai pas trouvé. Gilles Favard, je vous remercie de l'avoir noté, mon cher. Avec ce que vous m'avez mis juste avant. Exactement. Non, franchement, bravo, parce qu'il a vachement, je trouve que tu étais bien dans le costume, d'après Sébastien. C'est vrai. Merci Bertrand. Voilà, merci beaucoup. Vous n'êtes pas à l'animation. Ah, pardon. Neymar veut partir. Conférence de presse du président du Barça, Josep Maria Bertomeu. Le sujet du jour, Neymar. On va écouter le président du Barça. On sait que Neymar veut quitter le PSG, mais on est aussi conscient que Paris n'est pas vendeur. Il n'y a pas de discussion possible. Neymar est-il parti pour rester au Paris Saint-Germain? Cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un duel simple.
Simple mais efficace. Hein. Dominique Sévrac, oui, il va rester. Grégory Schneider, ah non, il va partir. Greg, ça m'intéresse. Il va partir. Hein Il va manquer de respect, là. Alors, je ne vais pas être péremptoire, il ne peut pas l'être non plus, on le sait tous les deux. Maintenant, il y a un certain nombre de passages obligés pour que ce genre de transfert se fasse, et il se trouve que ces passages obligés sont quand même à peu près respectés. La volonté du joueur, on la connaît. Nasser Al-Khelaifi, bon, sans doute que, sachant que le joueur veut partir, il fait un peu d'organiser le truc pour ne pas être humilié, donc il dit, moi, la porte, elle peut être ouverte. Le point de chute, on le connaît, il y a quand même eu 2 sons de cloche différents, on ne peut plus officiels. Donc il y a quand même des signes qui indiquent que les choses se mettent en place, il reste 2 mois pour aller au bout. Dominique Sévrac, il va rester. Je trouve un peu irrespectueux de venir à la télé française et de dire ça sur Neymar quand même, mais bon, passons. Ah oui. Non, il va rester parce que c'est 300 millions, c'est 200 plus un joueur 200 millions ou 300. Et Barcelone ne les sortira jamais parce qu'ils l'ont perdu pour 222, ils ne vont pas le racheter plus cher, ils ne vont pas se faire humilier une deuxième fois. Et puis il va partir parce que s'il y a un élément de langage au PSG, c'est l'autorité, le retour de l'autorité. Et il s'incarne par le fait qu'on va garder Neymar justement. Il veut partir, il veut faire la fête, il veut faire la bringue, il emmène Drexler avec lui, et ben non justement, il va rester, on va lui montrer, on va taper fort. Et puis après il y a aussi l'institut qu'ils ont financé, le QNB qui est son sponsor. 12 centièmes de seconde, laissez-moi finir, crie Grégory Schneider, 12 centièmes, attention, argument éclair. S'il veut partir, il part. Oh, quel argument, quel argument. Compte Twitter de l'équipe du soir. Vous votez Grégory. Oui, c'est vrai. S'il veut rester, il reste. Ah bah exactement, c'est exactement ça. Non, vous aviez passé vos 12 centièmes de seconde. c'est quoi ce truc Ben oui. Il restera pour Dominique Sévrac, il partira Mais on sait pour... qu'il veut partir. Mais ça aussi. c'est pas 45 Grégory secondes, les duels, là, Schneider. quand même, les enfants. Non, ça fait 2 fois. Non, c'est des avertissements. Oui, mais c'est des avertissements. On ne parle pas avant l'arbitrage du président. Voilà, c'est tout. Président Tarago, Schneiderien ou Sévracien? C'est la vie. Ah, ça m'embête de ne pas donner le point à Dominique. Il a été bon. Ah, il était bon? Non, vraiment. Pourquoi ça t'embête de pas... Parce qu'il a été bon. Il a été bon dans son argumentation. Il a été meilleur que toi, faut l'accepter. Mais je vais quand même te donner le point, parce qu'ici, on donne les points en fonction de ce qu'on pense. Et je pense plus. Non, il faut écouter les arguments. Mais sur les arguments, ça serait Dominique. Bah, voilà. Mais vous ferez ce que vous voudrez. Vous donnez le point à qui vous voulez. Ah, non, les arguments, c'est Sévrac. Ah ben non. Le Le fond, voilà. Donc c'est Dominique. Allez, je lui donne. C'est Dominique qui a fait le meilleur duel, voilà. Ah ouais, donc à mes yeux, j'ai raison, mais le point est à Dominique. Non, mais c'est pas ça. voilà. C'est un arbitrage sur, voilà, sur les arguments. Le président prend de la hauteur et dit qu'il a été le meilleur dans ce duel. Indépendant. C'est le VAR. C'est le VAR. Moi, je milite depuis très longtemps pour que les présidents de l'équipe du soir donnent les points en fonction des arguments et de la qualité. Mais pas en fonction de ce qu'ils tous les pensent. présidents font ça. Tous les présidents font ça. Milite. Mais petit Par contre, silence. ce que je pense, on s'en fout. Non, mais on va revenir vous voir. Florent Torchu, notre correspondant, l'équipe du côté du Barça. Vous avez assisté à la conférence de presse, vous avez assisté au 2e grand rendez-vous médiatique, le duel entre Dominique Sévrac et Grégory C'était plus Schneider. important que la compte de Bertolini. Quel est votre avis et quelle est votre sensibilité par rapport à ça? Plutôt Dominique qui pense qu'il va rester au PSG ou qui va partir et rejoindre le FC Barcelone? Florent, on vous écoute. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, moi je pense que ce qu'a déclaré ce soir là, le président du Barça, ça fait partie d'une stratégie en fait qui est mise en place par le club depuis quelques semaines. En fait, on observe, on attend de voir un petit peu ce qui se passe. On attend en fait que Neymar puisse négocier sa sortie ou éventuellement aille au clash avec le Paris Saint-Germain. Moi, je vois comme ça. Il y a déjà eu des réunions aussi entre un représentant du Barça au Brésil et l'entourage du joueur, notamment le père. Donc en fait, c'est pas innocent cette déclaration de Bartomeu. Voilà, on rajoute un pion de plus, on attend de voir un petit peu ce qui se passe et on laisse passer les semaines puisque de toute façon le mercato ne fait que commencer. Ok, donc c'est le début, enfin ou en tout cas le feuilleton Neymar continue. Autre indice donné, parce que nous on a passé juste un court extrait, autre indice peut-être qui accrédite votre réponse et cette tendance. Peut-être donné par le président du Barça ce soir, Florent, parce que vous avez eu le bonheur de suivre cette conférence de presse en intégralité en direct. Oui, alors après avoir déclaré ça, il a fait une sorte de rétropédalage en disant qu'il ne parlait pas des autres joueurs appartenant à d'autres clubs, mais il a quand même précisé qu'il avait eu des échos, des envies de départ de Neymar. Alors et après, il a dit que c'était via la presse. Mais il a aussi rappelé qu'il rencontrait régulièrement Nasser Al-Khelaifi, notamment dans les comités de l'ECA. Donc voilà, donc il y a quand même un dialogue qui existe entre le PSG et le Barça, même si le cas Neymar n'a pas forcément été mis clairement sur la table.
Mais en tout cas, le dialogue peut exister. Et ce dialogue, il est important parce que, comme vous l'avez dit, cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire de clause. Donc, il faudra bien que, de toute façon, à un moment donné, le Barça et le PSG s'assoient pour discuter de ce dossier. Merci beaucoup, Florent. Repos, vous pouvez poser votre iPhone, là, parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu tendu, main gauche, main droite, en tenant votre iPhone. Merci beaucoup de ces précisions, Florent. On vous souhaite une bonne soirée. On vous lit demain dans le journal L'Équipe. Vous liez la main, Sébastien, maintenant, pour dire 2-3 petites choses? Non, mais l'argument de Dominique qui consiste à dire le PSG va profiter du fait que Neymar veuille partir pour marquer une nouvelle autorité, un virage important, est intéressant. Mais je pense que Neymar représente tellement aujourd'hui, il est tellement puissant, que s'il veut partir, il partira. À condition, bien sûr, qu'un minimum de conditions économiques soient réunies. Et c'est impossible, à mes yeux, de conserver un joueur comme Neymar qui ne veut pas rester. Déjà que c'est compliqué quand il est là de son gré, de son plein gré, alors vous imaginez s'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Il y a une Copa à jouer à la fin en 2020, parce que tu sais qu'on refait une Copa pour s'aligner sur les euros. Et alors il a une carrière à gérer. À un moment donné, il ne peut pas rester au bout des 6 mois. Alors je te réponds. Tu vois, il a des ballons d'or à chercher. Tu as raison, c'est intéressant. Il ne peut pas rester pas content. On ne m'a pas libéré. Tu as raison, le PSG est méchant. Mais sauf que le PSG, ça représente un poids économique considérable. C'est-à-dire que le PSG serait prêt à avoir un poids mort dans son équipe, alors qu'il le paye, charge comprise, j'ose même plus imaginer combien c'est. Et qu'il l'a payé 222 millions d'euros. C'est impossible. Est-ce que c'est impossible? Oui, mais je te dis, Seb, qu'il va. Mais tu peux pas le radioiser. Mais après les 6 autres mois, il faut qu'il joue la Copa, il faut qu'il se. Mais même si c'était 6 mois, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre d'avoir ce joueur avec son influence quand même au niveau médiatique, économique, sportif dans son équipe alors qu'il ne veut plus jouer au Paris Saint-Germain. Moi, ça me paraît impensable. Quel exemple de joueur de ce niveau a-t-on dans l'histoire récente du football qui reste dans un club où il ne veut pas jouer? Il n'y a aucun. Mais quel exemple a-t-on de joueurs qui bout de 6 mois? Ça n'existe pas. Mais les gens qui veulent partir partent, tu le sais. Tu peux pas. Ces joueurs-là, en tout cas. Ce que dit Seb, c'est que ça revient, si t'empêches Neymar de jouer en termes d'image, d'impact planétaire, ça revient à tuer le football. Enfin, je veux dire, on met sous cloche un type qui est l'incarnation, une des incarnations planétaires du foot. C'est lui qui met pas sous cloche. Non, mais pas tout à fait, puisque lui dit je veux partir. Donc ça reviendrait. Non, mais peut-être, mais ils endosseraient, ils auraient le mauvais rôle. Enfin, tu peux pas faire ça. Ça réagit du côté de Gilles. Je comprends pas une chose, c'est-à-dire qu'il décide de partir, donc on doit le laisser partir. Mais bien sûr. D'accord. Donc il va falloir que tu changes toutes les règles, c'est-à-dire que tu arrêtes tous les transferts, tu arrêtes tout. Mais tu vas pas l'obliger à jouer. Gilles, pas toi. Attendez, Gilles. Tu sais très bien que dans la réalité du monde des transferts, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais ça se passe sur certains joueurs. Il faut regarder le poids économique que représente Neymar au Paris Saint-Germain. Donc toi, tu penses que le Paris Saint-Germain peut le conserver c'est pas un problème contre son gré? Contre son gré, mais il va rester. S'il doit rester, il va rester. Il va faire la gueule un mois, puis il jouera. Et comme l'a dit Dominique, on verra. Il sera performant. Parce que s'il veut partir l'année prochaine, et l'année prochaine, il partira. Et s'il veut partir l'année prochaine, il faut qu'il soit compétitif. Parce que là, dans le système, parce que je répète encore ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est bien, les mecs qui ont le volant à l'heure actuelle, c'est le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Barcelone. Il s'est couché, le président de Barcelone, le grand Barça, qu'on nous surine pendant toute l'année. Il s'est couché, le mec, ce soir, en disant ce qu'il a dit. Mais parce qu'il s'est couché. Il a dit clairement, je peux pas le payer. Je peux pas me le payer. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire des échanges. Mais les échanges marchandises, si toi tu fais des échanges marchandises, comment tu vas nourrir tes enfants? Ça marche pas comme ça. Leonardo, il rigole, tu l'entends pas, lui. Tu crois que le Paris Saint-Germain rigole? Non, je peux te dire qu'à l'heure actuelle, Leonardo, il a dit tu veux partir, tu pars, tu ramènes 250 ou 300. Et après, moi je verrai, si je veux un joueur de Barcelone, je téléphonerai. Et il sera encore en position de force quand il va rappeler Barcelone, parce que les autres on va finir là-dessus, parce que c'est très bien, parce qu'on en parlera. Alors, le Barça s'est-il couché? On a trouvé une question pour refaire un débat sur Neymar et sur cette actualité. Non, n'en dites pas plus, mon Gilles. Il y a eu un duel dans l'équipe du soir. Partir ou rester, c'est, on me dit, extrêmement serré. Ouais. Le Parisien. Partir, Grégory Schneider, serré. Ça n'existe pas. On ne sait pas. Si. 50-50. Bah oui, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. 1200 votes. Bam, comme ça. Attends, cette émission est un succès. Quand je fais un duel, je suis à 3000. C'est petits bras, les deux. Ah oui, non, mais l'actualité aussi est dense. Bertrand est à 2005 et moi, je suis à 3000. Gilles, USA Pays-Bas, finale de la Coupe du Monde. C'est quoi ça? On va à Lyon y retrouver Karim
Gali. Non. Oh oui. Ah non. Karine, elle est là. Elle sort de la piscine. là. Bonjour, Elle elle sort de- Comment ça va? Faut aller chez le coiffeur, Elle a pas eu Karine. le temps de se sécher les cheveux. Là, 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 là. Vous prenez toujours de la petite vanne, hein, des copains de l'équipe du soir. Hein, là, là, là. Elle aime Ça pas. va? Regardez, elle aime pas. Ça va, Karine? J'adore la lourdeur du plateau, mais non, mes cheveux ne sortent pas de la piscine. C'est juste qu'il fait extrêmement chaud à Lyon, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc voilà, c'est la canicule comme à peu près partout dans toute la France. Mais sinon, j'imagine que vous vouliez me parler de foot, peut-être, non? Je ne sais pas. Pas forcément. Aujourd'hui, Non, vous voulez juste vous voir. Maintenant, on va pas vous embarrasser. Bon, en tout cas, c'est un jeu d'enfant pour vous, pour nous présenter cette finale. Les Américaines sont tenantes du titre, elles sont ultra favorites. Donc, faut-il s'attendre à une raclée? Vous allez évidemment me répondre oui. Je vous écoute, ma chère Karine. Mais non, je vais vous répondre non, mon cher mémé, parce que si c'était aussi simple que ça se saurait. Alors effectivement, les États-Unis nous ont plutôt séduits dans cette compétition. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une adversité, elles arrivaient à se mettre juste un cran au-dessus et à battre leurs adversaires. On l'a vu face à la France, on l'a vu surtout face à l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est l'adversaire le plus rugueux et le plus fort qu'elles ont affronté depuis le début de la compétition. Mais je pense pas qu'on puisse dire que dimanche après-midi, ça sera une promenade de santé pour les Américaines. D'un côté, on a les championnes du monde en titre, on a les ultra favorites et elles sont là où elles espéraient être, c'est-à-dire en finale. Mais en face, il faut pas oublier que les Pays-Bas, c'est une belle équipe. Elle a été sacrée championne d'Europe en 2017 et ce n'est pas un hasard si elle est en finale dimanche. Ça sera sa première finale de Coupe du Monde, donc il faudra voir comment cette équipe va gérer cette pression-là. Mais honnêtement, il y a des très bonnes joueuses dans cette équipe, notamment la ligne du milieu de terrain et la ligne d'attaque. Et il y a des joueuses aussi qui doivent un petit peu se racheter de leur Coupe du Monde. Il y a notamment Miedema, c'est la meilleure buteuse de l'histoire des Pays-Bas. C'est également la meilleure joueuse du championnat anglais. Elle a été sacrée avec Arsenal cette saison et elle a marqué 3 buts. Elle a, on va dire que 3 buts depuis le début de la compétition. On attendait un petit peu plus d'elle, donc elle est attendue dimanche. Et aussi Shanice van de Sanden qui est l'ailière des Pays-Bas. C'est une idole absolue aux Pays-Bas, mais aussi à l'OL parce que c'est une joueuse de l'Olympique Lyonnais. Et pour l'instant, elle a déçu. Elle était même sur le banc au coup d'envoi pour la demi-finale. Donc voilà, il y a des joueuses qui doivent se racheter par rapport à leurs prestations individuelles. Et c'est pour ça que je pense pas que les États-Unis vont mettre 4-5 buts à cette équipe des Pays-Bas dimanche. Non, ok. Bah, ma chère Karine, rendez-vous dimanche soir juste après la finale. Hein, vous serez en duplex. S'il y a une raclée, vous penserez à moi. S'il n'y a pas une raclée, vous penserez aussi à moi. On vous embrasse et on vous dit donc à dimanche. Kyrgios Nadal, c'était hier à Wimbledon, un duel incroyable entre Nadal et Kyrgios, un duel gagné en 4 manches par l'Espagnol. Ce que l'on retiendra de ce match, c'est que Nick Kyrgios a voulu déstabiliser Rafael Nadal en jouant sur toutes les cordes sensibles. Regardez, tout d'abord, première action de la partie, service à la cuillère à la fin du premier set. Ace. Autre chose pour déstabiliser l'Espagnol, allumer Nadal quand il est au filet, à 4 partout. On est au 3e set. Regardez. Et puis enfin, invectiver l'arbitre en disant que Nadal prenait beaucoup trop de temps quand Kyrgios était au service. On est à la pause. Regardez la façon dont Kyrgios parle à l'arbitre. C'est énorme. I do it whenever I want. I do it whenever I want. 28. Wow. So much power for you, huh? Feel good to be up there, huh? Dans ce tennis parfois un peu aseptisé, Kyrgios est-il une bénédiction? Kyrgios fait-il du bien au tennis? Qu'en pensez-vous? Évidemment. Évidemment. Bah, le sport, c'est l'éloge de la différence par définition. Et Kyrgios, c'est un joueur différent. En plus, alors hier, il y a quand même Kyrgios. Alors hier, il y a quelque chose d'en plus de savoureux. C'est-à-dire que quand tu joues Nadal, quelque part, tu dois tout mettre en œuvre pour battre Nadal. C'est quand même un grand jour. Il a vraiment tout essayé, y compris le chambrage, y compris les... Alors, c'est des petits coups un peu limites, mais le sport, c'est aussi ça. Le sport n'est pas une chose pure la et balle unique. qu'il envoie sur Nadal, puis après il dit pourquoi je m'excuserai en conférence de presse. Mais c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on... C'est ma limite, quoi. Ah non, il n'y a pas... Mais c'est interdit. Je sais pas, on vise pas l'adversaire. Mais pourquoi? Lendl, il a fait ça toute sa vie. Lendl, il faisait que ça. Ouais, non, mais je sais pas, tout le reste, c'est marrant, c'est du McEnroe, tout ça, mais pas ça. Mais non, mais tu tires pas sur l'autre. Un sport, il est codifié tu par pas les la tête règles. en foot. Non, mais dans les règles, il est marqué nulle part. Nadal l'a dit lui-même qu'on n'avait pas le droit de servir à la cuillère. C'est marqué nulle part. Donc ça, c'est bien. L'allumer, très franchement, il y a des joueurs qui font ça. Et en plus, c'est une vraie alternative. C'est-à-dire que tu passes à droite, tu passes à gauche. Non, mais et tu peux. Et ça peut créer du doute. En tout cas, tu es dans l'espace du jeu. Je trouve que le tennis a besoin de ça, moi. Franchement, voir des mecs qui en permanence disent ouais, j'ai un grand respect pour mon adversaire.
les Nadal et Federer qui ont peur de jouer, un mec qui est 240e à l'ATP, de dire oh là là, grand respect pour mon adversaire, on sait jamais, etc. Là c'est bien, il y a un mec qui détonne un peu, il n'a pas la même dégaine que les autres, il n'est pas habillé comme les autres, il emmerde tout le monde. Alors évidemment, parfois il est un peu agaçant, tu lui dis ouais, j'aime pas jouer au tennis, le mec il passe sa vie à jouer au tennis. Bon, il y a des contradictions, mais moi je trouve que c'est bien, il faut des personnages. Il renouvelle le genre. Gilles, justement, il renouvelle le genre. Ça doit le choquer, ça, avant, mais c'était je crois que les gens ne se souviennent pas de certaines choses. Le tennis, dans les années 60, c'était un vrai suppositoire. Les gens étaient figés. Qui a un petit peu amené de sel? Nastas faisait 10 fois pire que lui. Les gens ne se souviennent pas, mais Nastas, dans les années 70, a fait 10 fois plus que lui. Lui et Thiriac ont fait des choses horribles. Même si après, ils étaient adorés des joueurs et tout. McEnroe, Connors ont fait des choses horribles. On s'en souvient plus. C'est marrant. On disait... Bon, Dominique disait, Lendl a passé sa vie à se faire insulter parce qu'il allumait tous les mecs au filet, c'est connu. Et il n'y avait pas que lui. Federer le fait quelquefois quand il ne sait pas s'en sortir. Il joue l'homme, les mecs. Mais ils le disent. Ils le disent. Alors, parce qu'il s'excuse, pour moi, c'est encore plus hypocrite. Il le fait, il s'excuse. Ben, fais-le. Et puis il dit, ah ben oui, je l'ai fait exprès. Voilà. Et je trouve que des gens... Alors, je dis, le seul problème, c'est que lui, il faudrait peut-être qu'il gagne un peu des titres, mais ça amène un peu quelque chose, ça amène du sel, ça amène du truc. Voilà. On change un peu de ce qu'on voit habituellement. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il gagne un peu les titres. En fait, il n'est pas calibré là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'il nous a vendu après la rencontre. Nick Kyrgios, champion peut-être lucide et pas si immature que ça. On y va. D'ailleurs, il a fait Je sais de quoi je suis capable. Je sais que je suis capable d'élever mon niveau de jeu. Mais je n'ai pas fait assez d'heures d'entraînement. Je n'ai probablement pas assez essayé. Je n'ai pas de coach. Je ne vais pas assez à la salle de sport. Et pourtant, je suis capable d'élever mon niveau de jeu pour aller jouer contre un des meilleurs joueurs du monde en ayant une chance de gagner. Je suis vraiment confiant quand je suis sur le court. Je pourrais sûrement mieux faire 2-3 trucs, mais j'aime ma façon de faire les choses. Ce n'est que du tennis. C'est si important? Pour vous tous, oui, mais pour moi, non. Mais pour les journalistes, c'est du pain béni quand même. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est génial. Pour vous, c'est du pain béni, un mec pareil. Sébastien, vous le trouvez honnête? Ça vous dérange? Il y a des limites? Non, mais il ne dit pas forcément que la vérité. Il aime bien provoquer, ça l'amuse. Il aime bien raconter n'importe quoi aussi. Voilà, il est dans son personnage, il sait très bien que ça va faire parler et ça le fait assez marrer. Donc ça, c'est pas un souci. Moi aussi, globalement, j'aime bien. Mais j'aimerais bien quand même qu'il gagne plus de matchs. Voilà. Et je trouve, j'aimerais que ce garçon gagne des matchs, gagne des tournois, gagne beaucoup de tournois. C'est pas le sujet, ça, Seb. Et qui change pas. Finir une phrase éventuellement. Mais gagne des matchs, gagne beaucoup de tournois et que derrière il garde cette attitude. Voilà, ça me plairait. Mais que tu dois pas indexer ton attitude par rapport En plus, le problème, c'est qu'il fait ce qu'il veut de son talent. S'il a envie de gâcher son talent, parce que c'est à peu près ce qu'il t'explique, c'est son libre arbitre. Je veux dire, on peut d'accord qu'il fasse ce qu'il veut, mais moi je te dis juste, sinon on parle plus de rien, et on parle pas de Draxler, parce que Draxler il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'aller en boîte de nuit tous les 3 jours, c'est son problème. Et toi pourtant tu le critiques. Donc moi je parle de Kyrgios, et je dis que Kyrgios, il fait ce qu'il veut, en effet, mais pour que ce soit encore plus chouette, ce vent de fraîcheur, il faudrait quand même qu'il gagne des tournois. Oui, moi il s'autorise cette attitude tout en n'étant pas dans les 3 meilleurs mondiaux. Parce que quand tu es dans les 3 meilleurs, moi, tu peux faire pipi sur central de Wimbledon, on ne dit rien. Mais là, lui, il fait justement, tu rigoles. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu es le meilleur, tu peux faire ce que tu veux. Parce que de toute façon, tu dis, je suis le meilleur, donc taisez-vous. Là, il est un parmi d'autres, il est 20e, etc. à l'ATP. 40. Et les 43. Et au final, il a le même comportement. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es le meilleur du monde ou le 170e mondial que tu peux pas être toi-même. C'est formidable si, au lieu d'avoir Federer, Nadal, tout est parfait, lisse, bien sûr. Et souvent ennuyeux. Au niveau de la personnalité, je préférerais que Kyrgios soit et joue dans leur cours. Nos discussions, moi aussi, mais nos discussions me rappellent. j'espère. Nos discussions me rappellent une interview que j'ai lue avec plaisir de John McEnroe dans l'équipe. C'était le 9 mai dernier. Mon fils et Kyrgios, on dit qu'ils sont givrés. Je ne le pense pas. Je pense qu'ils sont normaux. Quand j'affrontais Björn Borg, je disais que c'était moi le gars normal. Si on a joué au tennis, on sait tous la frustration que ça provoque. Personne ne peut être comme Borg qui ne montrait aucune expression. C'est beaucoup plus dur. Les Allemands, on les dit originaux et tout ça, mais est-ce qu'ils sont juste sincères dans un monde psychologique? Non, parce que ça dépend. Borg était très bien dans son système, McEnroe est très bien dans le sien, et quelque part, Kyrgios est très bien dans le sien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport, c'est tout le monde. Et que les gens ont besoin de choses différentes. On a par exemple, on a expliqué pendant 10 ans à mon fils qu'il fallait qu'il se discipline, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Mais peut-être que si on discipline mon fils, on le tue. Et peut-être qu'il arrête le tennis au bout de 4 ans.
C'est-à-dire qu'il faut faire très très attention de qui on parle. C'est du sur-mesure ces histoires. Non mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça sur Draxler. J'ai pas dit ça sur Draxler. J'ai dit que son embauche était de la com. Il y a des gens, des joueurs de foot qui sortent et ils seraient malheureux. Mais exactement. Par exemple, quand on fait un procès à Neymar parce qu'il sort, je comprends pas plus. Peut-être que si. Mais si, parce qu'il se blesse. Mais alors déjà, le fait d'indexer le fait qu'il sorte, est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il se couche si tard? Non mais le fait d'indexer ça, oui. le fait. Peut-être que si vous empêchez Neymar de sortir, peut-être que ça lui pose des problèmes énormes. Peut-être que vous tuez le mec. Greg, on est en train de parler de tennis, vous nous remettez une petite. Mais c'est eux qui m'ont mis. C'est eux les coupables. Attention les petits. C'est eux qui m'ont mis là. Ça me rappelle ma fille. Enfin, c'est eux qui me parlent. Mais petit, grosse surprise. Attention, Grégo. Grosse surprise à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc. Et oui. Enfin, surprise. Invaincu. Ben si. Eh bien si. Le Maroc est sorti par le Bénin en 8e de finale. Un partout. Vous allez voir, passe de Soukou pour Adil Eleo. 53e minute. C'est le Bénin qui ouvre le score. Sans Benatia. 75e minute. Eleo aussi, le défenseur du Bénin, perd le ballon. Boussoufa. But de El Nesri. Aïe. 96e minute, un pénalty pour le Maroc. Il sera manqué par Ziyech. Oh là là. Prolongation, tir au but. Bouffal, l'ancien Angevin, manque son tir. C'est pas loin. Au-dessus. C'est pas loin. Bouffal manque aussi son péno. Et Mama qui qualifie le Bénin pour les quarts de finale. Donnarumma contre Areola. Donnarumma en approche du Paris Saint-Germain. C'est encore un petit peu tôt pour vous le dire, mais aujourd'hui dans l'équipe, Arnaud Armand nous révèle que Donnarumma, c'est une piste déjà explorée par Antero Henrique et poursuivie par Leonardo, le nouveau directeur sportif. Paris est-il encore en train de se créer un problème de gardien? Non, ils essaient plutôt de le régler, le problème. Tu l'as dit mal. Je pensais que tout le monde allait dire oui. Allez-y. Ils essaient plutôt de régler. Si tu as la conviction, et après tout, on peut l'avoir, qu'Areola et pas le cadre ou le gardien qu'il leur faut, il faut en trouver un autre. Et ça peut passer. Donnarumma, c'est un cadre. Non, je n'ai pas dit. Mais mon Dieu, attendez. Attention, Gilles. Franchement, vous voulez faire 5 minutes tranquille. Il voulait faire 5 minutes tranquille sans faire Est-ce que moi j'ai pensé. Et en plus, c'est quelqu'un qui m'a éveillé à ça. L'un des premiers qui m'a éveillé au fait qu'Areola était peut-être pas l'homme de la situation, c'est Gilles Favard ici présent. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il dit c'est pas le mec là. Donc à un moment donné, il faut trouver une alternative. Peut-être que Donnarumma n'est pas non plus. Voilà, non mais c'est pas voilà, c'est juste ça. Donc ils essayent quand même de régler ce problème-là. Expliquer comme ça. Oui, mais alors, Greg, si tu apportes une mauvaise solution à un problème, c'est que tu ne règles pas le problème. J'en sais rien. Une mauvaise solution à un problème reste à prouver que Donnarumma. Mais tu penses quoi, toi? Parce qu'au final, tu dis reste à prouver que il supposerait. Lui, il respecte. Ouais. Il n'y a que Draxler qui respecte pas. On n'a pas mis. C'est la dernière fois, Sébastien. Je pense qu'on a fait une carton jaune du regard. C'est dur d'être sérieux alors que. Non, alors c'est une émission qui est grave parce qu'on parle quand même de foot. Et ça serait quand même dommage de rigoler. Non mais je pense ils ont beaucoup insisté avec Areola. On l'a beaucoup sécurisé. Ah bon? Il a traversé quand même. Il y a eu 2 séquences de 11 tirs consécutifs cadrés qu'il a encaissés ou des choses comme ça. On l'a quand même remis en selle. On a sorti Trapp. On a fait rentrer Buffon qui était plus un numéro 2, je pense qu'on l'a beaucoup sécurisé. Numéro 2, c'est-à-dire ou un bis ou ce que vous. Un bis mais qui joue les matchs. Tu peux pas dire que Buffon est arrivé en numéro 2. Je reste persuadé, si, je pense. Mais si. Bah non, tu peux pas dire ça. Il jouait tous les gros matchs. Alors en championnat, on lui filait un match contre Marseille de temps en temps, tu peux pas dire ça quand même. Je pense qu'il était là pour faire une sorte de transition. C'est-à-dire qu'on commence par. J'en reste persuadé, il était au moins autant là pour le vestiaire que pour le truc. Mais attendez. Il pense pas ça. Il pense pas ça, mais. T'as vu le 8e de finale de Ligue des Champions? Et ceux d'avant. Non mais Greg, tu peux pas t'énerver à chaque fois qu'on est pas d'accord. Il pense quoi, Areola? Il pense qu'à chaque fois qu'il est en position d'être numéro 1, ça a été le cas sous la première année d'Emery. Finalement, au bout de 6 mois, on lui a mis Trapp a repris la place de numéro 1. Il sent qu'il n'est pas traité de la même manière, qu'à chaque fois qu'il y a un doute sur lui, il est évacué en numéro 2. Mais petit, on va terminer. Juste rapidement. Les petits, on va terminer rapidement. Je veux avoir vraiment toute votre concentration parce que je sens que ça se disperse. Je sens ça. Je vous écoute. Les vacances, c'est à partir de débat de Drexler, peut-être. On va passer juste à la case Royal au bar. Parce que les téléspectateurs doivent se dire, mais Royal au bar, ils vont picoler. Non, pas du tout. Ségolène Royal parle de sport et attention, quand elle parle de sport, ça déménage. L'ancienne candidate à la présidentielle 2007 était l'invitée d'Alexandre Delperrier chez Yahoo Sport. Elle adore le sport féminin et veut mettre le sport féminin à toutes les sauces. Attention, c'est la séquence
Royal au bas. On y va. Je vais les emmerder. En quelques semaines, ces athlètes femmes ont fait plus pour la cause des femmes que des mois et des années de discours et de combats. Et la projection des petites filles dans ces athlètes fortes et efficaces, joyeuses et féminines, garder les cheveux longs, elles sont maquillées, et c'est ça. Ce sont des femmes. Et ce sont des femmes. Et c'était évident que ça allait faire de l'audience. Moi, ça ne m'a pas surprise. Eux, ça les a surpris. Parce qu'une fois de plus, il y a une hiérarchie. On considère que le sport féminin est moins intéressant parce que moins puissant, etc. On a entendu un nombre de bêtises incalculables pour justifier et qui continuent à être utilisées. Je vais vous donner un exemple. Sur Roland Garros, les femmes, c'est en 3-7. Les hommes, c'est en 5-7. Depuis des années, on dit mais pourquoi les femmes c'est en 3 ? Parce que ça n'intéresse pas. Il ne faut pas occuper trop d'antennes, c'est pas intéressant. Donc on est dans un sous-modèle homme-femme par rapport au tennis. C'est quand même extravagant. Et pourquoi c'est les femmes c'est le samedi la finale et les hommes le dimanche ? Pourquoi c'est pas tiré au sort ? Donc moi ce que je demande c'est que les finales des femmes soient en 5-7 et que les tirages soient au sort. Et dans toutes les fédérations sportives, il faudrait analyser et remettre en cause les discriminations inconscientes ou parfaitement conscientes sous prétexte que le sport féminin est un sous-sport, en gros, et qu'aux prochains Jeux Olympiques, on voit autant sur les télévisions du sport féminin, mais bien sûr, peut-être un jour même des équipes mixtes. Pour moi, ça serait formidable, des équipes mixtes. On me dira c'est impossible, mais qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas du foot à équipe mixte ? Vous imaginez le spectacle ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez, Gilles Favard est là. Il sera l'un de nos chroniqueurs en deuxième partie. Alors, Ségolène Royal, finale en 5-7 pour les dames à Roland-Garros ou foot mixte. Quelle est la proposition la plus grotesque de Ségolène Royal? On en reparle dans la P2, dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Là, ça va être de la pétanque. Homme-homme, femme-homme, je ne sais pas, mélangé. Ségolène va arriver. C'est dans la cuisine de qui, là? Comment? C'est la cuisine de qui? De Draxler. De Gilles Draxler. Bonne réponse du Bertrand. En attendant quelques minutes, la pétanque sur la chaîne L'équipe. Ciao.